Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Isabelle Garot, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe, vous venez de publier Communisme et stratégie aux éditions Amsterdam, dans lequel vous théorisez le retour de la question communiste à travers notamment les réflexions philosophiques. Alors justement, on va y revenir, mais d'abord, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe justement entre ce retour de la question communiste, notamment dans les travaux de recherche, les travaux théoriques, et la chute, voire l'effondrement des organisations communistes? Oui, tout à fait. Alors, je suis partie de là dans le livre. Je suis partie de là pour rédiger le livre lui-même. C'est ce paradoxe qui me paraissait intéressant de voir un certain retour, on va dire, de la question communiste dans certains ouvrages, et notamment philosophiques, très contemporains. De l'autre côté, effectivement, cet effondrement dont vous parlez et cette très grande difficulté pour faire exister un communisme politique. Et puis de l'autre côté aussi, on peut ajouter une certaine vigueur des mouvements sociaux en ce moment. Alors, justement, vous le dites, de nombreux penseurs, intellectuels, philosophes retravaillent aujourd'hui la pensée communiste. Je pense à Alain Badiou ou Antonio Negri pour peut-être les plus connus, dont il est évidemment beaucoup question dans le livre. Est-ce que ça veut dire que la seule alternative possible aujourd'hui, crédible au capitalisme en tout cas, se situe dans la pensée communiste? Alors, je pense que la pensée communiste, c'est quelque chose d'extrêmement divers. Ce qui me paraît être une alternative, c'est l'idée communiste en tant qu'elle est porteuse d'un projet anticapitaliste radical, qui reste à définir. Et ce qui m'intéressait dans l'ouvrage, c'était d'essayer de montrer que cette pensée communiste, elle tient moins à un projet qui serait défini, qui serait en quelque sorte un projet clé en main, que dans une approche qui concerne donc la stratégie, c'est-à-dire la façon de faire avancer ce projet de sortie du capitalisme. Et est-ce qu'il est réellement question aujourd'hui dans la pensée, de la pensée communiste, ou est-ce que cette idée communiste, ou plutôt même cet idéal communiste, n'est pas en train de se structurer autour de l'idée de commun? D'ailleurs, vous en parlez, il y a un chapitre dans le livre sur l'idée Tout à des fait. communs. Alors on pourrait dire autour de l'idée de commun, autour de beaucoup d'autres idées qui émergent actuellement, comme des possibilités de reconstruire un autre mode de vie. Et de ce point de vue-là, ces idées sont bonnes à prendre, je dirais. Et en même temps, et là aussi on peut trouver un autre paradoxe, c'est que ces alternatives-là sont extrêmement limitées, sont centrées sur ce qui était des dimensions jusque-là, des composantes du communisme et du socialisme d'ailleurs, et qui aujourd'hui tendent à être isolées les unes des autres, et du coup à être des perspectives seulement locales et pas aussi globales que le capitalisme lui-même. Et ça, à mon avis, ça pose problème. Vous avez beaucoup travaillé sur la réflexion, sur les travaux de Marx. Vous diriez aujourd'hui que cette pensée est plus utile que jamais à la réflexion d'aujourd'hui, qui doit être menée aujourd'hui? Oui, effectivement, je dirais ça, à condition de considérer que Marx, c'est pas la vérité telle qu'elle, mais qu'il faut justement essayer de faire le travail qu'il a fait lui-même, c'est-à-dire de se réajuster à des circonstances. Et de ce point de vue-là, dans l'ouvrage, j'essayais de parler de Marx après avoir parlé des auteurs contemporains, parce qu'il me semble qu'il pose des questions qui sont nos questions à nous, qui ne sont pas nécessairement celles de Marx, et qui permettent de relire Marx sous un angle plus contemporain et du coup aussi plus politique. Ce qu'il y a derrière Marx, c'est aussi beaucoup de concepts, des mots que parfois la gauche a sans doute oubliés. Dénoncer le capitalisme, parler d'exploitation ou d'aliénation, c'est tabou, y compris à gauche aujourd'hui. L'usage des mots est important. Oui, pour une partie de la gauche, je pense qu'il y a un vocabulaire qui a été un peu banni des usages, avec l'idée que finalement, en étant un peu plus neutre, en tenant un discours plus consensuel, on allait avoir davantage d'électeurs, par exemple. Et je crois que cette logique-là, elle est vraiment mortifère. Et pour autant, la solution, c'est pas d'utiliser les mots comme une recette qui suffirait, mais peut-être de revisiter justement des concepts, ceux de classe notamment, et celui de communisme, entre autres. Dans les concepts, justement, vous revenez dans le livre sur le communisme de réappropriation. C'est la critique de Marx sur la propriété privée, la réappropriation évidemment des richesses, mais aussi la réappropriation de soi. Ça aussi, c'est un terrain que la gauche a déserté aujourd'hui. Oui, alors ça me paraît justement être peut-être une alternative à l'alternative, si on parle des communs comme une proposition qui est relativement limitée. Ce qui me paraissait intéressant, c'est de voir à quel point Marx, qui est, quand il est tout jeune, se déclare communiste, et à ce moment-là, le terme de communisme désigne essentiellement la communauté des biens, et comment il va critiquer finalement cette approche qui lui paraît très insuffisante et même peut-être radicalement à l'opposé de ce qu'il faut faire, défendant dans le Capital la restauration de la propriété personnelle. On connaît peu Marx sous cet angle, et cette restauration de la propriété personnelle contre cette dépossession qu'a été le capitalisme, dépossession des moyens de travail en particulier, l'oriente vers une forme de réappropriation beaucoup plus large, au-delà même des questions juridiques de propriété, question de la réappropriation de soi, donc de la réappropriation de ses propres capacités.
Et c'est à cela que nuit le capitalisme, pas seulement à la propriété des moyens de production. Dans le livre, je l'ai dit, vous revenez sur ces penseurs qui s'inscrivent dans la pensée post-marxiste, mais vous dénoncez aussi, en tout cas on comprend ça dans la lecture du livre, le repli parfois académique aussi de ces penseurs. Comment rendre cette pensée d'aujourd'hui utile ? Alors mon but, c'est ni de dénoncer, ni de rendre utile, si je peux me permettre. C'est surtout en fait de voir comment ce positionnement de ces théoriciens, qui sont tous plus ou moins héritiers des années 60, ou eux-mêmes directement des acteurs des années 60, des penseurs des années 60, je pense à quelqu'un comme Alain Badiou, sont des gens dont le type de retrait philosophique est en même temps une politique. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. Non pas du tout de réfuter ce qu'ils font ou de reprendre ce qu'ils font, mais d'essayer de voir comment cette trajectoire qui est la leur est une trajectoire qui est datée, qui nous pose encore aujourd'hui des questions extrêmement intéressantes, mais qui en même temps appartient, je pense, à une autre période dont nous sommes en train de sortir. Mais il y a quelque chose qui me paraît important aussi, qui est central dans le livre, c'est justement cette lecture de ces penseurs post-marxistes et qui finalement finissent par ne pas se croiser. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des méthodes de pensée différentes? On a l'impression qu'il y a des lignes parallèles totalement indépendantes et qui ne se croisent jamais. Comment on fait en sorte que cette pensée-là justement se regroupe, se recoupe et qui puisse derrière, sans doute peut-être porter justement dans l'espace politique? Oui, alors je crois que cet éclatement des perspectives, d'abord elle n'est pas le fait de ces penseurs eux-mêmes, ils en sont plutôt l'écho, je dirais. Et cet éclatement, c'est un peu le démembrement en fait de la perspective communiste et socialiste traditionnelle qui essayait d'aborder globalement un certain nombre de questions. Et du coup j'ai choisi ces trois penseurs parce qu'il me semble orienter leur recherche vers certaines de ces grands points cardinaux qui sont ceux du communisme et du socialisme, hein, la propriété, la question de l'État, la question du parti, la question de la stratégie. Toutes ces questions-là sont éclatées dans leur œuvre pour des raisons qui sont encore une fois extérieures à leur propre approche philosophique. Et notre question à nous, c'est d'arriver à la fois à remembrer tout ça, à y intégrer d'ailleurs d'autres questions qu'ils n'ont pas forcément abordées, mais à remembrer tout cela sans le procéder de manière autoritaire et sans créer une espèce de projet qui par avance intégrerait toutes ces dimensions sans les avoir explorées en tant que telles. Vous revenez aussi sur le concept du coup de médiation que Marx a évidemment théorisé. Pourquoi cette médiation est-elle si importante dans la stratégie de réappropriation des forces sociales ? Alors elle me paraît très importante aujourd'hui parce que c'est peut-être une notion qui nous manque. Alors c'est une notion très générale, hein, peut-être un peu trop générale, c'est tout à fait évident, mais ça me paraît être une exploration qui permet d'éviter deux écueils dans lesquels on se trouve un peu piégé. D'un côté l'idée qu'il faut supprimer la politique. C'est un peu la thèse de Badiou, supprimer les formes d'organisation, que ce soit l'État, que ce soit le parti ou les syndicats. Pour Badiou, il faut contourner tout cela. Je ne crois pas du tout. Je crois qu'il faut au contraire revisiter tout ça. Et l'autre écueil, c'est de s'en tenir à des formes traditionnelles de politique représentative, par exemple, des formes de délégation de pouvoir. Entre les deux, il y a cette question des médiations, c'est-à-dire la structuration des luttes sociales, des luttes politiques, la structuration d'un projet collectif, et ce terrain de la médiation, ce terrain qui est celui du moyen terme, de l'entre-deux, aujourd'hui est un peu déserté, et c'était ça qui m'intéressait. Et la figure de l'intellectuel, justement, du chercheur, du penseur, elle est aussi cet intermédiaire, justement, elle est un élément central justement de cette recomposition. Oui, tout à fait. Alors là, c'est une question que je trouve vraiment cruciale parce que le caractère d'intermédiaire de l'intellectuel, c'est le caractère d'intermédiaire de la pensée, des idées dont nous avons besoin. Et c'est vrai que cette division traditionnelle du travail, qui est celle du capitalisme, a fait que d'un côté, il y a des intellectuels qui peuvent avoir des choses à dire fort intéressantes, mais qui restent coupés, comme on le voit chez les philosophes que j'ai examinés, qui restent relativement à distance de l'action politique. Et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que cette réappropriation, ça soit celle aussi de la pensée, des idées, par ceux qui sont des acteurs sur le terrain social et politique, donc de l'ensemble de tous. Et là, les thèses intéressantes sont celles de Marx, mais celles de Gramsci en particulier, qui ont une grande actualité là-dessus. Vous dites que la recherche d'alternatives passe par une remise en cause, ou en tout cas une manière de repenser aussi les organisations politiques, mais vous dites aussi que ça se situe aussi à travers le mouvement social, vous l'avez dit, à travers les luttes féministes, antiracistes, les mouvements écologistes. Qu'est-ce qu'il y a de communiste dans ces mouvements ? Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne question. Je dirais plutôt que ces mouvements sont porteurs d'émancipation, sont porteurs de remise en cause du capitalisme,
qu'ils se disent ou pas communistes, je considère que c'est plutôt secondaire. Par contre, ce qui est intéressant... Mais est-ce qu'à travers ces mouvements, il y a les bases d'une critique de l'anticapitalisme, vous venez de le dire, mais est-ce qu'il y a les bases peut-être implicites, inconscientes, d'une forme de communisme, de mise en commun, justement? Alors peut-être, mais ces mouvements-là, ils sont d'abord divers. Il y a des luttes féministes, par exemple, et des organisations féministes avec des projets différents. Et la question, c'est aussi de politiser, de participer à la politisation, pas par en haut, mais à l'intérieur même de ces courants. Et en tant que tels, ces courants sont profondément, il me semble, anticapitalistes. Je pense que le féminisme a justement comme pertinence aujourd'hui de dénoncer le statut des femmes, notamment migrantes, qui sont littéralement asservies et obligées, pour des salaires extrêmement bas, de faire un certain nombre de tâches, et où c'est leur situation de femme, là, qui est tout à fait centrale, mais aussi leur place à l'intérieur d'un capitalisme qui les réduit à ces conditions-là. Donc tout est lié, mais pour que tout soit véritablement lié sur le plan politique, c'est un travail politique aussi qui est à faire. Et vous diriez qu'aujourd'hui, le travail politique, il est totalement déconnecté du travail de la recherche, du travail des intellectuels. Il y a encore une ligne, une frontière qui est... Enfin, est-ce que les politiques ont arrêté de penser, plus exactement, ou est-ce qu'ils ont arrêté de s'intéresser aux travaux des intellectuels? Non, je crois pas. Je crois que certains, oui, et depuis fort longtemps. Mais d'autres, non, pas du tout. Je pense que c'est des questions qui, justement, sont en train de fermenter un peu dans certains milieux politiques et syndicaux, et heureusement, et de ce point de vue-là, mon travail n'est pas original. Je reprends des questions qui sont présentes aussi dans un certain nombre d'organisations, et c'est très bien. Question très concrète et peut-être la plus difficile, mais comment on fait justement pour que le regain théorique dont vous parlez dans le livre irrigue la pensée et l'action collective? Je ne sais pas. Et donc mon propos, là, c'était plutôt de poser la question que d'y répondre. Je pense que c'est des questions qu'on se pose à titre militant, tous et toutes, et essayer de relier ces préoccupations militantes à une réflexion théorique, ça me paraît une bonne idée. Mais j'ai pas de solution à proposer. J'ai une dernière question, Isabelle Garot. Dans le livre, vous revenez sur l'échec aussi de ce qu'on a appelé le socialisme réel, à l'Est évidemment, mais est-ce que l'on peut encore expliquer l'état de la gauche aujourd'hui, la situation de la gauche, par ces expériences qui ont échoué? Je pense qu'elle pèse. Elle pèse de deux façons. D'abord parce que ça a discrédité largement l'idée socialiste et communiste, en tout cas une partie de ces idées-là. Et puis ça pèse aussi parce que la critique des pays de l'Est a été un des moyens, une des occasions de ce grand retournement idéologique des années 70, alors qui est loin derrière nous, mais qui a profondément structuré et marqué la tradition de pensée française, et dont on trouve encore des traces chez un certain nombre de théoriciens et d'auteurs aujourd'hui. Donc d'une certaine façon, c'est encore présent. Et sortir de cela, ça veut dire aussi revenir sur cette histoire et montrer ce qui peut être absolument étranger à Marx dans cette histoire-là, et ce qui n'est pas forcément non plus complètement étranger à Marx. Donc vraiment, d'aborder cette question, et ça c'est un travail d'historien et également un travail militant, d'aborder très franchement ces questions-là. J'ai une dernière question, j'ai dit que c'était ma dernière question, mais ça m'a fait penser à une autre question. Quand on entend les dirigeants communistes français, notamment aujourd'hui, nous expliquer qu'il faut réinventer un communisme du XXIe siècle, est-ce que finalement, justement, le communisme du XXIe siècle, il n'est pas à aller chercher justement dans l'essence même de ce qu'a été la pensée communiste, la pensée marxiste? Alors, l'essence même de la pensée communiste et marxiste, c'est aussi d'être toujours en lien direct avec son temps. Et de ce point de vue-là, ça suppose évidemment de reconstruire les choses et de les reconstruire vraiment collectivement. Donc sans doute il y a une inspiration dans cette histoire-là, elle est extrêmement importante, elle nous a légué non seulement des idées, mais des pratiques. Et le travail à faire, c'est aussi de reprendre tout ça de manière critique et de le réajuster à nos besoins d'aujourd'hui. Donc réinventer le communisme, ça c'est une bonne formule. C'est sa définition même. Merci beaucoup Isabelle Garot. Merci.